Les actions mondiales sont proches de leur point haut. Évidemment, on ne tombera pas dans l'euphorie et on va surtout s'interroger sur ce qui pourrait éventuellement contrarier les investisseurs d'ici la fin de l'année. Bonjour Patrick. Bonjour David. Patrick Artus, conseiller économique d'Ociam. C'est vrai que jusqu'à présent, on a eu beaucoup de mauvaises nouvelles, de tensions. Et pour autant, les bourses n'ont pas chuté, bien au contraire. On a eu les droits de douane, les reculades de Trump, on a eu la guerre entre Iran et Israël, l'intervention des États-Unis. On a les déficits publics qui quand même sont à des niveaux très élevés dans certains pays, les États-Unis, la France. Et pour autant, on a des bourses mondiales qui sont proches de leur point haut. C'est pas une surprise quand même? Oui, et c'est même pire que ça, parce que quand il y a des mauvaises nouvelles, par exemple, alors la seule exception, c'est le mois d'avril. Hein, les droits de douane extraordinairement élevés annoncés par Donald Trump à l'occasion du fameux Liberation Day, on avait fait chuter de 20% le S&P. En une semaine. Oui, mais depuis le début du mois de mai, les bourses mondiales ne réagissent pas aux mauvaises nouvelles. Elles n'ont absolument pas réagi à la guerre entre Israël et l'Iran, à l'intervention américaine en Iran. Elles ont eu raison, parce qu'au final... Oui, mais elles ont réagi positivement à l'arrêt de cette guerre, quoi. Je veux dire, c'est quand même extraordinaire. Donc il y a vraiment un tri par les investisseurs mondiaux qui incorporent les bonnes nouvelles et qui n'incorporent pas les mauvaises nouvelles dans leur grille d'analyse. Alors je crois que c'est vraiment un biais, et moi je crois que les bourses mondiales, et en particulier la bourse américaine, il faut rappeler que le PER du Nasdaq est à 27, hein, le PER sur les résultats de l'année prochaine, ce qui est pas le plus élevé historiquement, mais c'est quand même une valorisation boursière très élevée. Et je crois qu'il y a beaucoup de menaces en réalité sur les bourses mondiales. Alors justement, les plus grands risques pour les marchés financiers. Alors je vois 5 risques importants. Le premier, c'est le recul de la consommation des ménages américains. Qu'on ne voit pas pour l'instant. Alors qu'on ne voit pas pour l'instant, non, mais on n'a que les chiffres du premier trimestre. On en voit. Mais il y aura de l'inflation et qu'on ne voit non plus pas pour l'instant, ce qui explique que la consommation reste forte. On a 2,3% l'indice PCE américain. Oui, mais l'inflation sous-jacente qu'il faut regarder est à 2,8, elle est stable à 2,8. Mais toutes les analyses montrent que même si les droits de douane n'augmentent plus par rapport au niveau d'aujourd'hui, et on peut quand même avoir une incertitude sur les droits de douane vis-à-vis des produits européens, ça provoquera une hausse de à peu près 3/4 de point de l'inflation sous-jacente. Et donc on serait à peu près à 3,5 d'inflation sous-jacente à la fin de l'année, ce qui affaiblirait la consommation des ménages. Donc si la consommation des ménages s'affaiblit, on sait que l'économie américaine souffrira. Oui, mais bad news is good news, et donc la Fed baissera ses taux et les marchés financiers seront contents. Oui, mais bon, la consommation des ménages, c'est quand même extrêmement important pour l'économie américaine. Donc je classe ça dans les mauvaises nouvelles. Alors il y a le déficit public américain. Deuxième incertitude, on sait maintenant par les travaux du Congressional Budget Office que ce déficit public sera supérieur à 7% du PIB chaque année pendant beaucoup d'années à partir de l'année fiscale prochaine, et que le taux d'endettement public des États-Unis augmentera d'à peu près 4 points chaque année. Alors, normalement, il devrait y avoir une réaction des marchés qui d'abord devrait pousser à la hausse les taux d'intérêt à long terme, ce qu'on ne voit pas non plus encore. On ne voit pas. Et qui devrait, cette hausse des taux d'intérêt à long terme devrait aussi faire reculer le marché des actions américaines. Donc deuxième risque. Mais c'est un risque qui est quand même très présent dans l'esprit des investisseurs, hein, qui quand même prennent avec beaucoup de prudence maintenant les investissements en dette publique américaine. Alors, troisième risque, qui est un peu plus structurel, c'est une déception sur la rentabilité pour les entreprises qui investissent dans l'intelligence artificielle de ces investissements. Alors, les investissements dans l'IA sont absolument colossaux. Vous n'êtes pas contre? Pardon? Vous n'êtes pas contre? Alors, il dit à chaque fois qu'il faut investir dans les nouvelles technologies, etc. Oui, mais je crois qu'il faut distinguer les investissements dans l'IA qui sont faits par les entreprises qui veulent développer des modèles d'IA et l'utilisation de l'IA par les utilisateurs de l'IA.
l'IA, ça accroîtra la productivité dans beaucoup de métiers. C'est déjà le cas dans la traduction, dans la médecine, dans la radiologie, dans le codage, etc. C'est rentable pour les utilisateurs parce que l'IA sera très peu chère. Et même la plupart des modèles d'IA sont en open source. Mais les gens qui développent des modèles d'IA sont forcés de faire des investissements gigantesques. Alors, on compte à peu près 420 milliards de dollars d'investissement dans l'IA par les plus gros investisseurs qui sont Microsoft, Apple, Meta et Alphabet. Hein. Et on attend 500 milliards de dollars l'année prochaine. Et pour eux, ça pourrait ne pas être rentable. Le problème, c'est quels seront les revenus associés à ces énormes investissements. Alors si tout est en open source, il y aura zéro revenu. Il y aura peut-être un peu de publicité, mais on a un vrai doute. Et le marché n'a aucun doute. Le marché dit que ces entreprises auront 15% de hausse de leurs bénéfices par action chaque année jusqu'à la fin des temps. Moi, j'ai de grands doutes et je crois qu'il y aura une déception sur les résultats financiers de ces entreprises. On verra quand ? Qu'on verra pas tout de suite, qu'on verra dans 1 an, 2 ans, quand il y aura des vagues d'investissements colossaux et qui ne produiront pas de résultats. Dans les autres risques, il en reste deux. Il reste 2. Le risque, c'est une déception sur la croissance de l'UE. De l'Europe. De l'Europe. Malgré les hausses de dépenses militaires. Oui, alors malgré les hausses des dépenses militaires et malgré ce qu'a annoncé Friedrich Merz, hein, qui sont des dépenses militaires et des dépenses d'investissement infrastructure, de télécom, de transport, etc. Alors, si on prend toutes les dépenses de Merz, si on fait la somme des hausses des budgets militaires et des hausses de budget d'infrastructure, on arrive à peu près à 3 points de PIB de hausse des dépenses publiques en Allemagne, étalées sur à peu près 5 ans. Hein. Donc ça fait 0,6 points de PIB par an. Rapporté à la zone euro, ça fait 0,15 points de PIB. Il y aura une petite hausse des dépenses militaires en France, mais le budget français va être restrictif, et très peu de hausse des dépenses militaires en Espagne et en Italie. Donc au plus, il y a 0,2 de PIB d'assouplissement budgétaire, de dépenses. Donc ça va pas loin, quoi. Le multiplicateur, c'est-à-dire le rapport entre la hausse du PIB et la hausse des dépenses publiques, en général en Europe, alors les estimations, il y a plein d'estimations, mais la moyenne des estimations, c'est de 0,85 précisément. Et donc ça fait même pas 0,2 points de PIB de croissance supplémentaire. Donc ça va pousser la croissance européenne de 0,6 cette année à 0,8. On prend, mais c'est pas alors les marchés attendent beaucoup plus. Les marchés sont euphoriques, en particulier sur les boîtes de l'armement européenne. Et donc je crois qu'il y aura une déception sur l'effet de cette politique de relance allemande sur le marché européen. Dernier risque, il est lié au dollar. Alors le dernier risque, c'est le dollar. Les États-Unis sont extrêmement dépendants des entrées de capitaux du reste du monde. Il y a le dernier chiffre de la balance courante, c'est 6 points de PIB de déficit courant. Et donc, il faut que les États-Unis attirent 6 points de leur PIB de capitaux étrangers. Notamment, étrangers. Et alors, en actions, en achat d'entreprises, en dette publique, etc. Avec un dollar qui baisse, ça n'incite pas à investir. Alors, le dollar baisse. On est à plus de 1,17 depuis la fin depuis le début du mois de juillet face à l'euro. Et les prévisions sont un assouplissement monétaire supplémentaire aux États-Unis jusqu'à la fin de l'année prochaine, peut-être centré sur la période où Jérôme Powell ne sera plus président de la Réserve fédérale. Donc tout le monde attend une dépréciation supplémentaire du dollar. Ce n'est pas un environnement qui est très favorable à des investissements aux États-Unis. Donc s'il y a un recul des investissements aux États-Unis, il y aura un recul, il y aura une hausse des taux d'intérêt à long terme, il y aura un recul du marché des actions, et tout ça se cumulera pour faire une mauvaise performance. Avant de se quitter, Patrick, parmi ces 5 risques, celui qui peut se matérialiser le plus vite? Je crois que c'est le dollar. Oui, il y a beaucoup d'investisseurs. C'est assez bizarre parce que
beaucoup d'investisseurs hésitent maintenant à investir davantage en actifs américains à cause essentiellement du risque de change. Et ce risque de change, ce comportement se voit sur le taux de change du dollar, dépassé de 1,02 à 1,17, quoi, je dirais, en quelques mois. Et on ne se voit pas sur les indices boursiers. Donc, il y a une anomalie et qui va se corriger. Ah, et donc, les États-Unis n'attireront pas assez de capitaux pour financer leur énorme déficit extérieur. Allez, merci beaucoup. Explication signée Patrick Artus, conseiller économique d'Ociam. Merci Patrick.